Maintenant, le programme principal de ce soir. Alors, la méditation et lâcher prise. Et c'est vraiment un très 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 beau thème parce que d'abord c'est très séduisant, l'idée de pouvoir arrêter de s'agripper, de s'accrocher à quelque chose, le sentiment de liberté dans le lâcher prise, mais en même temps la notion de combien la méditation peut être embellie par ce sentiment de ne pas être pris avec quelque chose. Parce que souvent on dit on lâche prise, mais qui prend qui? Est-ce que c'est moi qui suis pris ou c'est moi qui prends? Ou comment ça se fait que des fois on est un petit peu coincé alors qu'on aimerait être beaucoup plus libre? Et dans notre pratique de méditation, on sait très bien que le centre d'intérêt de la méditation, c'est ce qui se passe dans nos pensées. Et beaucoup de personnes pensent que méditer, c'est ne plus penser. Il y en a beaucoup qui aimeraient que la méditation soit ne plus penser, non? Il y en a qui aimeraient ça, des fois, avoir un petit interrupteur, puis mettre sur off, puis avoir une petite demi-heure où, plus de pensée. À la limite, juste un peu de musique, ou même pas, un chant d'oiseau. Ouais, cherchez tous le bouton, comment, ou au moins ralentir, ou peut-être pas un bouton on and off, peut-être un gradateur, on peut baisser un peu l'intensité. Et c'est vrai que des fois, nos pensées prennent de la place. Nos pensées font du bruit. Nos pensées nous vident d'énergie. Et des fois, on est tellement intensément perdu dans nos pensées que sans s'en rendre compte, on génère, même physiquement, des énergies très néfastes pour le corps. Ouma, qui était là la semaine dernière, nous disait que même en pensant, ce qui se passe, c'est qu'on génère une atmosphère, une vibration. Puis que les vibrations, les gens les captent. La matière capte ces vibrations. Les plantes captent ces vibrations. Il est prouvé scientifiquement que, il dit jouer de la musique classique aux plantes, ça les rend un peu plus vertes que du heavy metal ou la musique trop contemporaine, stridente. Ils ont fait des études qui montrent qu'il y a une influence des vibrations sur la matière. Quand on rentre dans une pièce, selon ce qui s'est passé dans la pièce, il y a des vibrations qui existent. Des lieux hantés ou des lieux où il y a eu des drames épouvantables qui se sont produits, sont habités par une vibration que les gens finissent par ressentir et qu'ils n'aiment pas. Un hôpital, les murs sont blancs, ça peut à la limite être beau, mais il y a une vibration très spéciale dans les hôpitaux. Les salons funéraires, c'est pas comme un centre de méditation, on s'entend? C'est pas les mêmes, j'espère, en tout cas vous trouvez pas que ça ressemble les vibrations d'un centre funéraire, c'est vraiment particulier, quoi. Chez un fleuriste, il y a des vibrations particulières. Pourtant, c'est toujours 4 murs avec des portes et des fenêtres, puis une salle de bain. Ça reste toujours à peu près la même chose. Donc le cœur de notre pratique de méditation, c'est la pensée. Et ce qu'on aimerait souvent, c'est pouvoir arrêter nos pensées, les éliminer. Malheureusement, si vous essayez, si on fait un exercice, on dit ok, à 3, on arrête tous de penser, ça dure pas longtemps. Hein? Et ce qu'on a tendance à plutôt proposer comme forme de méditation, ce n'est pas un arrêt de la pensée, mais c'est une utilisation de la pensée, pour que la pensée puisse nous amener dans un état de conscience qui là nous procure du bien-être, de la paix, du bonheur, de l'amour, etc. Donc c'est de ne pas voir les pensées comme nos ennemis, mais bien au contraire, les pensées comme étant notre matière première, avec laquelle on peut faire des miracles. Et la théorie ou la philosophie du Raja Yoga est très simple. Et elle dit qu'en fait, tout ce qu'on pense, c'est ce qu'on est. Et nos pensées finissent par sculpter l'être que nous sommes. Et quelqu'un qui vit du stress, c'est pas quelqu'un qui est stressé donc qui pense de façon négative. C'est quelqu'un qui pense de façon négative et qui devient stressé. Et la méthode pour changer le stress, on peut essayer dans le sens, je prends des pilules, je me calme, ça change mes pensées, mais ultimement c'est dur de maintenir ça.
Alors que si on fait l'inverse, je change mes pensées, je calme mes pensées, j'ai pas besoin de pilule, je calme mon corps, je calme mon énergie physique. Ben, c'est aussi un mode de transmission d'énergie. Alors dans notre approche méditative, on va se rendre compte que les pensées jouent un rôle déterminant dans notre expérience. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire où est-ce que la pensée peut m'amener? Qu'est-ce que je peux ressentir à travers mes pensées? J'en parlais la semaine dernière ou une dernière fois. Des fois, on est blessé par les propos de quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose, vous dit quelque chose, puis ça vous a vraiment marqué, ça vous a affecté, vous y repensez pendant 2 jours, 3 jours, des fois pendant des années. 10 ans plus tard, on vous dit, tu connais un tel? Oh oui, je le connais. J'ai rencontré qu'une fois, puis voilà, on est coincé là-dessus, et la pensée reste à un niveau qui est simplement de répéter ce que la personne m'a dit, puis de partir mon propre dialogue dans la tête en fonction de ce que la personne m'a dit. On dit en méditation, il est possible de changer ses pensées. Quelle que soit la cause, quelle que soit l'influence, quel que soit l'élément qui nous contre, qui vient nous créer une espèce de réaction, on peut décider, malgré ce que la personne m'a dit, malgré le fait que ça m'énerve, malgré le fait que j'aurais bien envie de lui dire ces 4 vérités, pour me faire du bien, je sais que je suis obligé de penser différemment. C'est exactement comme quand on aime quelque chose. Mettons que vous aimiez beaucoup, je sais pas moi, le sucre, puis là vous allez voir le médecin, puis on vous dit, oh bon, non, on a un problème, ton taux, là, il faut vraiment que tu arrêtes le sucre. C'est très compliqué, on aime le sucre, on veut manger du sucre, mais un jour on est obligé de se dire, juste pour mon bien, il faut que j'arrête. Et là, c'est la même chose avec les pensées. J'ai envie de penser mal, j'ai envie de penser négativement, parce que j'ai des bonnes raisons, c'est justifié, puis j'ai l'impression que ça me ferait du bien si je laissais ma pensée dire ces 4 vérités à l'autre personne. Puis un jour, on va comprendre, avec un peu de sagesse, que de faire ça mentalement, ça va rien régler, parce qu'en plus c'est juste mental, il m'entend même pas. Mais en plus, c'est moi, je me fais du mal. Ces pensées me font du mal. Et ces pensées, en plus, vont développer une attitude personnelle, un comportement qui va ne faire qu'empirer la situation. Et la prochaine fois que je vais voir la personne, si j'ai été motivé par plein de pensées négatives, il y a des grandes chances que je vais dire des choses négatives. Puis tout ce que je fais, c'est relancer le poison, le venin, qui va revenir, parce que c'est toujours cyclique, ces machins. Et on fait juste mettre de l'huile, ce qu'on appelle mettre de l'huile sur le feu. Alors le jour où on décide de se dire, ok, est-ce que je peux reprendre le contrôle de mes pensées et penser en fonction de ce qui va me faire du bien, c'est là où ça devient assez intéressant. Et on se rend compte que dans la pratique de cet exercice de pensée, nos pensées sont coincées. Elles sont prises dans toutes sortes de choses. On vient pour méditer, puis là on est complètement attiré par le frigidaire. Ah, j'ai pas acheté de crème. Comment je vais faire ma sauce? Et là, on n'est plus capable de méditer à cause d'un manque de crème. C'est dramatique. Est-ce qu'on nuit à son développement à cause d'un petit pot de crème qu'on a oublié d'acheter? Ou pire, quelqu'un devait l'acheter, mais il ne l'a pas acheté. Je l'avais demandé 2 fois. Ça, c'est pire. Moi, j'ai oublié, ok. Mais l'autre a oublié de l'acheter. Ah, ça, c'est pire. Alors là, ça m'empêche 2 fois plus de méditer. Non? Puis on peut jouer avec ça comme ça. C'est selon les situations. J'ai un peu abîmé ma voiture. Ok, je suis vraiment nul. Pourquoi j'ai fait ça? Non, non, non. L'autre l'a abîmé. Ah ben là, c'est encore pire. C'est juste un flot de pensée là, qui m'arrive dans la tête. Et donc notre désir, c'est de se dire, en quoi est-ce que mon esprit est pris dans quelque chose? Et dans la notion de lâcher prise, c'est là où on voit une image qui est très très belle, que j'aime beaucoup, qui est cette notion de, imaginez que vous soyez un peu au-dessus du vide, puis que vous soyez agrippé comme ça à une branche d'arbre, puis qu'on dit non, non, mais lâche prise, tu vas voir, tout va bien aller. Tu regardes, tu dis,
suis pas sûr, ça va bien aller. Moi, je suis, je suis comme agrippé à quelque chose. Puis j'ai l'impression que si je lâche la branche, je vais m'écraser. Et souvent, notre manque de lâcher prise vient du fait qu'on s'agrippe à quelque chose en pensant que c'est la meilleure façon d'être en sécurité. Donc, je vais m'attacher ou m'agripper à une identité, à une situation, à ce que quelqu'un m'a dit, à ce que je dois faire, à ce que je possède, peu importe, parce que ça me met un sentiment, ça me donne un sentiment de sécurité. Et le moment où on nous dit lâche prise, ben là il y a une peur, ben là il y a un inconnu, il y a une incertitude. Et c'est ça qui nous empêche souvent de lâcher prise. Si on savait qu'en lâchant la branche, on se mettrait à voler, on n'aurait pas peur. On n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas bien pratiqué là, depuis pas mal de millénaires. Puis on nous dit, non, mais dès que tu vas lâcher, tu vois, tu as des ailes qui vont sortir en un quart de seconde, puis tu vas voler. Pas sûr. Et là, tu commences à dire, et si jamais ils ont oublié de m'en mettre, peut-être que j'ai pas eu l'option, moi, à la naissance, famille pauvre, ils m'ont pas donné ça, moi, les ailes à la naissance. Et là, il y a la peur, et puis bon, on résiste, quoi. Il y a des gens qui s'attachent à d'autres personnes, et même si la relation est très douloureuse, ils n'osent pas lâcher prise par rapport à la relation. Parce que la crainte d'être perdu sans la relation est plus forte que la douleur associée au fait de rester dans la relation. Alors on fait ce qu'on appelle on endure. Et là on dit, ben écoute, c'est pas terrible, mais ce serait pire, tu sais, ça pourrait être pire si. Donc on endure. En fait, ce qu'on endure, c'est simplement qu'on est agrippé. On n'arrive pas à lâcher prise. Et dans le lâcher prise, on se rend compte que la pratique de la méditation nous apprend à aller dans plein de couches différentes du lâcher prise. Une des premières attitudes de lâcher prise en méditation, c'est de lâcher prise par rapport à l'environnement immédiat, mon corps physique, la présence des autres, les bruits autour de moi. C'est le premier niveau de lâcher prise, c'est de dire, ok, je laisse aller. Puis s'il fait pas la température qu'il faut, puis c'est pas la lumière qu'il faut, puis si c'est pas exactement comme il faut, ben peut-être que faut abandonner. Si on peut le contrôler en vitesse, c'est bien, on change l'éclairage, on met telle ou telle chose, mais on laisse aller. Et ça, c'est un petit lâcher-prise. C'est un tout petit lâcher-prise. Et ensuite, après, il y a des lâcher-prises beaucoup plus profonds qui vont être un petit peu les mémoires immédiates. On s'assoit en méditation. Ce qui ressort la première au début, souvent, c'est nos petites mémoires immédiates. Ce qui s'est passé il y a 10 minutes, il y a 1 heure, au début de la journée. C'est juste le quotidien qui revient. Et très facile de se prendre les pieds là-dedans. Et très facile de vouloir commencer à méditer. Puis après 2 minutes, on est dérangé par toutes sortes de pensées, ce qui s'est passé aujourd'hui, etc., etc. Et là aussi, c'est un acte de lâcher prise. Là aussi, c'est un moment où il faut se dire, ok, je laisse aller. J'ai plus à m'accrocher à ça, j'ai pas à y penser. Ça sert à rien d'y penser. Et si on continue, il y a des couches encore plus profondes comme ça. On s'agrippe des fois à des sentiments. Ça, c'est beaucoup plus compliqué de lâcher prise par rapport à des sentiments. Parce qu'on va dire, ben, je me sens comme ça. Puis on dit, ben oui, tu te sens comme ça, mais tu pourrais te sentir autrement. Non, je peux pas me sentir autrement. Il m'a vraiment blessé avec ses propos. Oui, mais pourquoi tu te sens encore blessé par les propos? Parce que tu répètes les propos dans ta tête, c'est tout. Quand tu vas aller dormir, tu vas oublier les propos, puis tu vas pas souffrir dans ton sommeil. Puis le matin, tu vas te réveiller, tu vas y repenser, hop, tu vas recommencer à souffrir. Donc, qu'est-ce qui fait souffrir? C'est nos pensées. C'est pas ce que l'autre a dit. C'est moi qui répète ces pensées dans ma tête. Et donc, on est attaché à un sentiment. On dit, j'y pense parce que ça me fait du mal. J'y pense parce que ça me fait de la peine. On a de la peine d'avoir quitté quelqu'un. Donc, la peine fait qu'on n'arrête pas de ressortir la pensée. Oh, il est parti, elle est partie. Oh, c'est dommage. Oh, ça va me manquer. Elle me manque. C'est un sentiment normal, humain. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'est pas plus agréable
de se dire, OK, j'aurais bien aimé que la personne reste. Maintenant, elle n'est plus là. Il faut passer à autre chose. Est-ce qu'on ne veut pas maîtriser son bonheur et se dire, c'est dommage que la personne ne soit plus là, mais j'ai pas besoin d'être malheureux pour autant. Je peux très bien être heureux, puis me dire, je suis vraiment content, aujourd'hui ça va bien. Ben oui, j'aurais aimé que l'autre personne soit là encore pour le vivre, mais elle n'est pas là. Mais je suis pas obligé d'être malheureux. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? C'est qu'on rejoue la scène de la séparation. On fait ressortir le manque, l'absence, la séparation. C'est comme si on se remettait dans l'expérience encore et encore, encore et encore. C'est pas l'autre qui nous l'impose. L'autre nous a peut-être même dit, oublie-moi. Amuse-toi, moi je suis parti, je vais en vacances, oublie-moi. Puis nous on ne l'oublie pas. Donc c'est pas l'autre qui cause le sentiment. C'est moi qui suis pris dans le sentiment. Là, c'est un peu plus profond là, d'aller dans le niveau de lâcher prise par rapport au sentiment. Mais dans notre pratique de méditation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ressentir qu'est-ce qui me limite. C'est quoi ma branche à laquelle je suis en train de m'accrocher? À quoi ressemble la branche à laquelle je suis accroché? Et en fait, ce qui nous fait peur souvent, c'est qu'on se dit, si je lâche la branche, je tombe et je vis le vide, le rien. Oui, j'ai lâché prise, mais pourquoi? Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Et donc, ce qu'on a tendance à dire, c'est que le lâcher prise, ce n'est pas juste lâcher prise. C'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait deux ailes derrière, puis qu'elles soient bien déployées, puis qu'elles sachent quoi faire quand j'aurais pu ma branche. Alors, dans ce qu'on développe comme concept de méditation, c'est qu'en fait, les ailes, ce sont deux forces qu'on va essayer de développer à travers notre pratique spirituelle. C'est pas les évidences de la paix et le bonheur, ou l'amour et ces choses comme ça. C'est deux forces très particulières. Il y en a une qu'on va appeler la pureté et l'autre qu'on va appeler la puissance. C'est très intéressant de se demander qu'est-ce que c'est que cette dimension de pureté, puis qu'est-ce que c'est que cette dimension de puissance. Et dans notre expérience de méditation, c'est en fait les deux fréquences les plus transformatrices, qui ont le plus d'impact et qui vont aller nous chercher le plus profondément possible. Quand on touche à ce qu'on va définir comme étant pur, ou on touche à ce qu'on définit comme étant puissant. Et c'est des forces assez inconnues en fait. On les maîtrise pas très bien, on les identifie pas très bien. Si je vous demandais, c'est quoi une pensée pure? Vous trouvez ça où les pensées pures? Ça s'achète où? Ouais. Patience. On enlève les parasites, ouais. C'est quoi une pensée pure? Une eau pure, c'est quoi? C'est de l'eau distillée, ouais, quand elle a été purifiée. Mais à la base, l'eau pure, c'est clair. C'est de l'eau sans rien d'autre. Point à la ligne. De l'eau sans autre chose que de l'eau, c'est ce qu'on appelle de l'eau pure. L'eau, par nature, est pure. L'eau ne naît pas impure. L'eau existe, H2O, là, c'est pur. Puis dès qu'on ajoute autre chose qui n'est pas de l'eau, ben là, ça devient de l'eau impure. Si on ajoute du citron, ben c'est pas si impur que ça donne une limonade. Mais c'est plus de l'eau. Une eau pure, c'est de l'eau sans rien d'autre. Une pensée pure, c'est une pensée dont la fréquence est celle de l'âme et de rien d'autre. Ça paraît bizarre, hein? On n'a jamais pratiqué ce genre de choses-là. Imaginez qu'à l'école, on nous apprend à écrire le A, le B, le C, le D. Imaginez une école à un moment donné où le cours, c'est sur la pensée. Puis là, on dirait à tous les petits jeunes, là, vous allez penser pur. À quoi je pense? Imaginez qu'on développe chez les jeunes l'habitude de créer des pensées bienveillantes envers tout le monde. Des pensées dans lesquelles il n'y a aucune mauvaise intention, aucun désir, aucun reproche, aucune plainte, etc., etc., etc.
Tu peux imaginer? Si on développait des jeunes à faire des exercices de pensée, au même titre qu'on leur demande de faire de l'exercice physique, de l'écriture, des dessins, des choses comme ça. On n'a juste pas pensé à réapprendre aux gens à penser, ou à bien penser. Et donc, dès le jeune âge, ben, on s'attaque à leur comportement. Puis on leur dit, ça tu peux pas faire ça tu fais pas, ça tu peux pas. Puis ça c'est tous les interdits. Mais on essaie de bloquer l'action, seulement l'action elle vient de penser. Et ça peut pas marcher. On peut pas dire à quelqu'un ne fais pas ça, tu peux dire à quelqu'un ne fais pas le mal. Mais s'il ne fait que penser au mal, à un moment donné ou à un autre ça va sortir. Tu peux pas le retenir tout le temps. C'est la nature de l'être. On peut gronder à un certain moment donné, puis à un moment donné, on va exploser comme un volcan, puis ça va sortir. Alors, la notion des pensées pures, c'est de retrouver en fait des pensées qui vont nous remettre en contact avec notre nature. L'eau pure, c'est de l'eau qui est naturelle. C'est de l'eau qui est à l'état naturel. Les pensées pures, c'est des pensées qui sont dans un état naturel, qui ne sont pas influencées par ce que les autres m'ont dit, qui ne sont pas influencées par mes attachements, mes désirs, mes attentes. Ce sont des pensées qui viennent de l'âme pure. Et donc, ce sont des pensées extrêmement puissantes. Elles vont devenir dans la deuxième catégorie très rapidement. Ça va donner des pensées très très puissantes. De se dire, par exemple, je suis une âme, c'est une pensée pure. De se dire, moi l'âme, je suis la paix, c'est une pensée pure. Moi l'âme, je suis amour, c'est une pensée pure. Parce qu'on fait juste, on se voit même plus comme Éric, Marcel, Louis ou Juliette. On se voit juste comme l'essence de vie qui propage dans le corps, mais qui n'est pas le corps. Donc on va chercher des pensées pures qui vont créer des sentiments purs et qui vont ultimement se traduire par des paroles pures et des gestes purs. Mais étant donné qu'on a un peu mal utilisé ce mot pur, puis quand tu dis à quelqu'un, ben moi j'aimerais ça être pur, les gens ils n'ont aucune idée de ce dont tu parles. Essaie de dire ça à quelqu'un, moi j'aimerais ça être pur. Quoi, tu vas devenir une religieuse, un moine. Les gens identifient tout de suite la pureté à l'absence, l'abnégation, l'isolement, on élimine. Il y a ça dans la pureté, mais surtout dans la pureté, il y a la recherche de l'origine, la recherche de ce qui est le plus authentique, de ce qui est le plus puissant dans l'âme. Et dans la pratique de la méditation, ce qu'on va rechercher, c'est des pensées pures et ensuite des pensées puissantes. C'est-à-dire des pensées qui ont une capacité d'avoir un effet sur mon environnement extérieur. Tu sais, quand on dit à quelqu'un « Ah, je t'aime bien », c'est beau. Mais quand on dit à quelqu'un que vraiment on les aime, ça va les toucher. Il y a des gens, des fois, ils nous disent « Tu sais, ce que tu m'as dit, là, ça m'a vraiment touché. » Qu'est-ce qui fait qu'une pensée peut toucher une personne ou d'autres fois ça touche personne? Il y a quelque chose qui est véhiculé dans la parole, mais ça vient de la pensée. Selon l'intention qu'on a, on peut dire des grandes choses, ça touche personne. Puis des fois on dit des toutes petites choses, mais c'était tellement innocent, tellement pur, que ça va toucher la personne. Quand on essaye d'être brillant, en général, on ne l'est jamais. Puis quand on essaye d'être humble, c'est là où on est brillant. Ou quand on est humble, on est brillant. Mais souvent, j'ai remarqué que quand on veut bien paraître, c'est là où on paraît le moins bien. Parce que l'authenticité, elle est naturelle. L'artificiel, ça n'a pas le même éclat. On dit des choses bien des fois, puis c'est mal interprété. Ça, on peut aussi dire des bonnes choses, puis elles sont mal interprétées. Mais ça m'appartient pas après. Après, on s'excuse, puis on dit, on peut clarifier si c'est possible. On dit à la personne, si c'est pas compris, on peut communiquer davantage.
Mais les choses qui se disent avec une intention pure, souvent les gens vont, s'ils le comprennent pas, au moins ils vont poser une question. Puis ils vont douter de leur mauvaise interprétation. Alors la pureté est très 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 longue à retrouver. C'est pas une valeur aussi facile. En anglais ils disent light and might. La pureté c'est la lumière, la puissance c'est la force, la capacité de transformation. Et quand on a des pensées puissantes, on se rend compte qu'on arrive à transformer les choses. Si on dit, il faudrait absolument que je sois à l'heure demain matin, pas puissant du tout ça. Parce qu'en fait, ce que vous dites, j'ai pas vraiment envie d'aller à l'heure, mais il faudrait que je fasse des efforts. Puis ça me tente pas vraiment. C'est ça qu'on dit vraiment. Si on a une pensée puissante, on va se dire, demain matin, je vais vraiment être à l'heure. Il n'y a pas question que je ne sois pas à l'heure. Il n'y a plus de négociation. Il y a une détermination claire, je serai à l'heure demain matin. S'il y a un doute, la pensée est moins puissante. Oh, j'espère que je serai à l'heure, il ne faut pas que je sois en retard. Hein. On pense comme ça des fois. Mais de se dire, il ne faut pas que je sois en retard, qu'est-ce qu'ils vont dire si je suis en retard? Oh, mais est-ce que mon réveil était... Ça, c'est que des doutes, des doutes, des doutes, des doutes. Ça veut dire qu'on n'utilise pas la pensée pour être à l'heure le lendemain. Il n'y a qu'une façon pour se réveiller à l'heure, c'est d'aller se coucher en se disant, je n'ai pas besoin de réveil, je sais que je vais me réveiller avant le réveil. On le met quand même, mais on sait mentalement qu'on va se réveiller avant. Moi, je suis fasciné par comment fonctionne le cerveau humain. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. L'autre jour, je vous jure, hein, j'étais mais vraiment endormi. Je sors de mon rêve, et là, je me dis... j'aimerais bien continuer le rêve un petit peu, mais je me dis, bon, il est quelle heure? D'après moi, il est exactement 7 heures. Puis je vous jure, là, j'étais déjà réveillé. Là. C'est pas que le réveil a sonné, puis mon subconscient est en retard, puis il l'a remarqué. Puis je me dis, je pense dans 3 secondes, d'après moi, le réveil sonne. Hein? Puis le réveil a sonné. Puis je me disais, mais comment mon cerveau, à la seconde près, était aligné sur le cadran, quoi. Tu te dis, c'est fabuleux comment ça fonctionne. Des fois, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis je me dis, d'après moi, il est 2h48. Je regarde le réveil, 2h46. Je dis, pas pire. Des fois, c'est incroyable, quoi. Tu te dis, comment le cerveau fonctionne. Mais si on est convaincu que nos pensées sont les bonnes, on peut faire des choses. Au lieu de penser, j'espère que je ne vais pas rater l'autobus, c'est mieux de trouver d'autres pensées. Non. De toute façon, je sais que peu importe ce qui se passe, ce sera la bonne chose. Déjà beaucoup mieux comme pensée. Je vais l'avoir l'autobus, tu vas voir, il m'attend. C'est mieux comme pensée. Si on le rate, ben c'est pas grave, on l'aura raté de toute façon. Mais au moins la pensée nous aide à gagner cette force, à gagner cette conviction, cette positivité aussi en nous. Donc c'est juste nous qui avons besoin de réentendre nos pensées, puis de se surprendre dans notre façon de penser, puis de se dire simplement, non, ça c'est pas la meilleure façon de penser. J'ai souvent décrit la pensée la plus transformatrice que j'ai vécue, c'était quand je me rendais compte que je disais à tout le monde que j'avais pas de temps. Puis j'arrêtais pas de dire tout le temps, non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps, non, j'ai pas le temps. Puis je me suis rendu compte que, quelqu'un m'a fait prendre conscience que plus tu dis que tu n'as pas de temps, moins tu auras de temps. Puis un jour, il faut que tu fasses un acte de foi, puis que tu t'affirmes que j'ai tout le temps qu'il faut. Puis au début, ça sonne complètement faux, parce que ça n'a pas l'air vrai du tout, mais c'est le début d'un virage. Puis la transformation commence, pas en attendant d'avoir du temps, mais la transformation va commencer en commençant à penser que j'ai du temps. Et avoir la patience de donner le temps à ma pensée de devenir une réalité. Sachant que ça va prendre un peu de temps. Donc on sait qu'il va peut-être falloir penser comme ça pendant quelques semaines, puis qu'à un moment donné, la réalité va devenir tout autre. Puis la réalité sera que j'ai du temps. Et moi, en ce moment, la nouvelle formule pour moi, c'est fou tout ce que j'arrive à faire en peu de temps. Et plus je me dis, c'est fou tout ce que j'arrive à faire en peu de temps,
plus j'ai l'impression d'être capable d'en faire beaucoup en encore moins de temps. Et j'arrête pas de me dire, c'est vraiment la création de l'esprit qui fait ça. Et si je commence à ce qu'on appelle procrastiner, à dire, j'ai tellement de choses à faire, j'aurai jamais le temps, il y a trop de choses à faire, de penser comme ça, même si c'est une réalité, va accentuer la réalité. C'est tout. Donc, qui génère quoi? C'est la pensée. Donc, le lâcher-prise, méditer et lâcher-prise, c'est avoir la confiance que je peux lâcher prise, mais il faut que je développe deux autres choses pour m'envoler. Il faut que j'ai des ailes si je veux voler. Et dans le lâcher-prise, on se rend compte que c'est pas juste une question de je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. Non, c'est je prends une force qui est la pureté, la puissance, et avec ces forces-là, ça devient facile de lâcher prise. Et non pas je lâche prise puis j'espère que je ne vais pas m'écrouler dans le précipice. Ça, c'est pas très rassurant. C'est davantage, je commence à battre des ailes, et quand je sens que ma pensée a une puissance, là, c'est facile après de la laisser aller. Moi, dans la situation où je ressentais que quelqu'un m'avait blessé par ses propos, je trouvais ça blessant jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'avais même pas envisagé la notion de pardon. C'est ça que j'avais trouvé très bizarre. Moi, je me disais, hey, t'as même pas pensé à ça. Ça m'était même pas venu à l'esprit de pardonner à l'individu. Parce que j'étais encore pris dans, il n'aurait pas dû, puis c'est pas, non, je pourrais écrire, je pourrais répondre, je pourrais appeler, non, tu sais. J'étais encore là-dedans, quoi. Mais le moment où je me suis dit, ben, mais je peux pardonner. Je suis censé être un être de pardon. Et le moment où la pensée de pardon est venue en moi, où je me suis dit, ben, c'est beaucoup plus intéressant de me dire, moi l'âme, je suis pardon. Et ma nature, c'est de pardonner. La grandeur d'un être, c'est sa capacité de pardonner. Pas sa rancune, sa vengeance, sa méprisance. C'est pas ça la grandeur d'une âme. Et le moment où j'ai commencé à voir qu'est-ce que c'est que de pardonner, puis je me suis dit, tiens, ouais, ça j'aimerais ça. Lâcher prise a été tellement facile que même qu'une autre personne m'a appelé en me disant, bon là on va répondre et tout, on va faire ça. Puis j'ai fait lui dire, on va vraiment, non, moi je suis plus là du tout. Moi c'est passé, c'est fait. Et oui, mais quand même, t'as vu ce qu'il a dit, etc. Je dis, ouais, mais donne-lui, il a besoin de plus d'amour, c'est tout. Ouais. En anglais, il dit, if you forgive, then you forget. Yeah. Alors, c'est juste une notion de comment j'ai aligné mes pensées. Mais le lâcher-prise vient pas facilement si on n'a pas trouvé c'est quoi les ailes correspondantes. Et à chaque branche à laquelle on s'agrippe, il faut trouver l'antithèse qui est « Ok, je lâche prise, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? » Et ultimement, dans la méditation, le plus grand lâcher-prise, c'est la liberté. C'est le sentiment d'être complètement libre, d'avoir aucun fardeau, aucune obligation, aucune je dois, il faut que, ça devrait, ou ça ne devrait pas, il faut pas que... Quand il n'y a plus rien de tout ça, honnêtement, si vous y pensez, vous allez voir, c'est parmi les plus belles expériences de méditation. Sentiment de liberté, sentiment de... C'est ça l'oiseau, hein, de... Il y en a qui ont volé dans leur... volé comme un oiseau dans ses rêves. C'est génial, non? Bon, évidemment, si on se casse le bec contre un mur, c'est moins drôle, mais tant que ça vole bien, c'est fabuleux, quoi. On les voit maintenant, avant c'était bon, les parachutes, après ils ont fait les zones, maintenant c'est carrément juste ils sautent, ils ouvrent les bras, puis c'est juste entre les bras et le corps, il y a une espèce de tissu, puis ils peuvent planer comme ça. C'est hallucinant, quoi. Ils planent dans les airs, alors tu les vois tous sauter d'une falaise, chou, ils sautent dedans avec leur petite caméra, tu peux tout vivre ça. C'est passionnant de faire ça. Ben, ça, c'est de la méditation. Il faut être capable de s'asseoir et de dire « Yeah! » Puis les autres vont dire « Hey, t'es malade? » Non. J'ai juste laissé aller, j'ai lâché prise. J'ai absolument aucune crainte de m'écraser nulle part. Et tout ce qui nous retient, tout ce qui nous
créer des prises, tu sais, des prises de bec, avoir une prise de bec avec quelqu'un, c'est pas bon. On lâche la prise de bec. La prise de kung-fu, puis de judo, puis tu lâches ça. On n'a plus besoin de se battre avec personne. Les gens qui nous ont fait du mal, ben, c'est le passé, c'est le passé. Je suis ailleurs. Moi, je veux pas rester victime toute ma vie. Je pars ailleurs. Les choses auxquelles on est attaché, c'est pour disparaître un jour ou l'autre. De toute façon, je laisse aller. Mais à quel titre je veux ma liberté? Je veux être libre. Je veux sentir cette puissance d'être le plus fort et non pas les situations les plus fortes. Je veux ressentir cette pureté de l'être qui n'est pas du tout contaminée par il a dit, elle a fait, il s'est passé, il s'est pas passé. Bye bye. Ça, c'est tout des moustiques. Méditation, tu sors ta petite bonbonne, fais pshhh, puis voilà, tu pars, tu médites tranquille, et tu planes un petit peu. Après, on dit évidemment, il plane. Ben oui, ben, c'est normal. C'est bien de planer aussi. Alors, un petit peu le concept du lâcher-prise, c'est pas juste ouvrir ses mains puis se laisser tomber, c'est d'abord déployer ses ailes, ensuite ouvrir ses mains puis se rendre compte que on n'avait pas besoin de s'agripper à quoi que ce soit. C'est trop sérieux, non? Ça va? Très essayer de mettre ça en pratique. Alors, comme d'habitude, je vous inviterai à vous mettre en poste de méditation et vous préparer pour un moment donc de lâcher prise spirituelle. Et c'est bien d'avoir du temps justement pour développer un petit peu la pensée associée à ça. Alors, mettez d'abord votre corps de façon à ce que vous sentez que vous soyez bien détendu. Le dos droit, ça fait toujours bien d'avoir un dos, une colonne plus droite. Bien d'avoir les pieds au sol, de sentir qu'on est bien assis. Et de bien respirer au départ. De vraiment lâcher, laisser aller toutes les tensions du corps juste par la bonne respiration. Et sentez combien juste par la respiration, on libère déjà la cage thoracique, les poumons. Juste de redevenir conscient du rythme de notre respiration. De voir combien on peut ralentir le rythme de la respiration. De retrouver la capacité de respirer profondément. Juste se concentrer sur la respiration. Apprécier la pause entre deux respirations. Prendre le temps de respirer vraiment profondément. Maintenant, on va faire la même chose avec les pensées. Donner de l'amplitude aux pensées. Donner de la grandeur aux pensées.
De se dire que maintenant je me sens tellement bien, tellement abandonné, tellement libre. Je n'ai pas besoin vraiment de penser à quoi que ce soit. Juste de laisser quelques pensées en veilleuse. Juste quelques mots. Sans même faire de phrases. Juste un mot. Pureté. La pureté de l'être. La pureté des sentiments. La pureté du cœur. J'aime l'idée d'être un être pur. D'avoir un cœur vrai, un cœur authentique. De n'avoir aucune méchanceté en moi. La pureté de l'enfant. La pureté du regard. De toujours chercher à voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pur. De voir la qualité des autres. De voir leur spécialité. Et plus je pense à ce cœur pur en moi, plus je sens que mes pensées deviennent puissantes. Non pas avec de la force, mais avec de l'authenticité. La bienveillance que je ressens en moi me rend fort. Je n'ai pas peur des autres. Je n'ai pas peur des circonstances. Je me dis que je suis toujours bienveillant,
Je n'ai aucune mauvaise intention en moi. Je cherche toujours le bonheur des autres et mon propre bonheur. Je cherche à ne ressentir que de l'amour pour les autres, mais aussi à vivre l'amour, à être l'amour. Et je me rends compte que je ne m'agrippe à aucune autre chose, que j'ai complètement lâché prise. Je n'ai aucune attente, aucun désir. Je suis complètement libre. Mes pensées ne sont que quelques mots. Des mots purs. Des mots puissants. J'essaye de me voir comme une âme. Une étincelle de lumière au centre du front. Une conscience. Une source de lumière pure. Une étincelle de vie. Je suis une âme pure. Je suis une âme puissante.